Tout tourne rond sur cette terre, et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout, sauf notre culture, linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour ? Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue dans le podcast Tout tourne rond sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage collectif Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Au cours de la première saison de ce podcast, nous avons exploré avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes. Adossée à ces partages, la seconde saison a pour thème « Bâtir une société humaine qui soutienne la vie ». Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Irigoyen, elle-même auteure du podcast Fréquence collective. Cet épisode est le 25e de ce podcast. Il ouvre la 3e saison, la 3e année qu'ensemble, avec vous, auditrices et auditeurs, et avec les personnes qui me rejoignent au micro, nous tentons de tisser cette nouvelle culture humaine profondément, poétiquement et joyeusement enchevêtrée dans ce vivant qui est notre maison. Celle aussi de milliards d'autres êtres à qui nous devons d'être là. Son thème, obstinément le même que celui de la 2e saison, bâtir une société humaine qui soutienne la vie. Au plaisir de tenter ça avec vous. Le projet des Amanins est né d'une rencontre théoriquement improbable entre Michel Valentin, venant du monde de l'entreprise et des affaires, et qui a réussi dans cette voie, et moi-même, écologiste et paysan par choix de vie, français d'origine algérienne, voué et dévoué à la terre-mère et à l'humanisme depuis 45 ans. Cette convergence est la preuve qu'il est des circonstances où la rencontre humaine n'est plus déterminée par la provenance sociale, nationale, ethnique ou confessionnelle. Elle est celle des consciences qui s'interpellent de la même manière sur le destin, la condition humaine et l'état de la sphère vivante à laquelle chacune et chacun de nous doit irrévocablement la vie et la survie. Suite aux nombreuses transgressions commises par l'espèce humaine, le bilan est lourd de conséquences négatives pour son avenir. Les sommets, les colloques, les publications, les films sont produits en abondance pour traiter de ces questions, sans que des décisions à la mesure de l'immensité des enjeux soient prises par la gouvernance du monde. D'une magnifique planète, nous avons fait un champ de détresse humaine et de destruction, et jusqu'à porter atteinte gravement au fondement même de ce magnifique phénomène que nous appelons la vie. Alors, quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à la planète ? Nous avons décidé de tenter de notre raison, de notre cœur, de notre esprit, mais aussi de nos mains, d'incarner nos utopies constructives et de leur donner une réalité tangible en réalisant les Amanins avec l'énergie de l'espoir qui nous anime et conformément autant que possible à ce que nous inspire l'intelligence et la beauté de la vie. Les Amanins sont le lieu d'une expérience concrète, mais fortement sous-tendue par une expérience humaine qui sollicite ce que nous avons de meilleur en nous-mêmes, car les alternatives techniques et écologiques, aussi pertinentes qu'elles soient, ne changeront pas la société si nous-mêmes ne changeons pas. L'humanité est plus que jamais invitée à mettre en commun ses talents, ses moyens matériels, son cœur et son esprit, à bâtir un monde où il fait bon vivre. Les Amanins sont donc un des lieux d'accueil, d'hospitalité, d'échange humain, de convivialité nécessaires
pour surmonter la crise qui affecte aujourd'hui l'ensemble de la planète et qui met en danger notre vie et l'avenir des générations futures, pour travailler ensemble à cette immense mutation nécessaire pour l'avenir. Il en va de notre survie et de celle des générations à venir. Bienvenue à tous. Ce texte est signé Pierre Rabhi. Il s'agit d'un extrait du manifeste fondateur des Amanins, il y a déjà 20 ans. Je suis ravie d'accueillir autour de ce micro quelques membres de l'équipe des Amanins, tous les 3 associés de la SCOP. Laura Grivet, qui dit d'elle qu'elle est un mouton à 5 pattes, et qui entre autres s'occupe de la gestion commerciale, partenariale et du développement stratégique. Bonjour Laura. Bonjour Marine. Emmanuel Extier, qui lui est maraîcher, il prend soin de tout le végétal du lieu. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marine. Et Daniel Billy, factotum, alors il fait des choses absolument magnifiques, et aussi veilleur du lieu. Bonjour Daniel. Bonjour Marine. Alors ce podcast commence par toujours la même question, à laquelle je vous invite à répondre les uns et les autres. D'où as-tu envie de parler? De quel endroit de toi? De quel vécu? De quel moment dans ta vie? Qui a envie de commencer? Moi je veux bien commencer, et je ne vais pas remonter très loin dans le temps. Je vais prendre le coup de soleil qu'il y a eu la semaine dernière. Je dois aller chercher une planche dans le tas de planches dans la parcelle des vaches. Et en redescendant cette parcelle qui est en pente, plus je descends, plus je vois comme une évidence l'éclatante blancheur de l'amandier qui est en fleurs. C'était très joli. Et je remarque que derrière, il y a le Grand Vémont, c'est un massif montagneux du Vercors, enneigé complètement. Et ce contraste, cette notion de la blancheur de la neige froide, et puis de ces fleurs chaudes, et plus je m'approche, plus le Grand Vémont s'efface derrière l'amandier, et à un moment donné, je commence à sentir l'odeur des fleurs d'amande. Et là, je sais pas que c'est un état de grâce, mais je me dis, mais attends, t'es sur un lieu de travail, t'es en train de travailler, donc t'as pas de culpabilité ou de quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui m'est donné, je trouve que c'est vraiment une grâce. Tu t'approches encore un peu, et là tu commences à entendre les abeilles, parce qu'il y avait un grand soleil, et elles commençaient à butiner. Et tu vois un gros truc qui s'envole, c'est la xylocope, là, les abeilles charpentières, violettes, et là, quelque part, moi je trouve que c'est... Alors paradisiaque, c'est peut-être beaucoup dire, mais voilà, un petit instant de grâce, et ça passe, et tu fais le travail que tu as à faire, et c'est pour ça que je reste en fait. C'est parce que en moi, il y a cette faculté de m'émerveiller simplement du vivant, et que ce lieu m'apporte cette satisfaction dans le travail, de rendre service à mes collègues, et cet émerveillement constant de voir toutes les saisons qui passent et la vie qui est présente, et on est ensemble, on travaille ensemble, la vie et nous. Moi je vais bien enchaîner. Je partage ce qu'a dit Daniel par rapport à l'émerveillement et par rapport au lieu, en fait, par rapport à la beauté du lieu. D'où je parle, en fait, moi je pense que je parle d'un coin des Amanins, des jardins, en fait, où je me sens vraiment bien, en fait, où j'ai vraiment la sensation de faire partie d'un tout, en fait, de participer au vivant, en fait, de contribuer un petit peu à faire pousser des légumes en coproduction avec d'autres que nous, d'autres qu'humains, en fait, parce que souvent on est associé, les paysans, paysannes sont associés à une activité de production, mais on oublie en fait tout le reste. Et moi, c'est ce qui me fascine, en fait, c'est ce qui se met en marche, ce qui va permettre
légumes de pousser, aux plantes de pousser, à toute la vie en fait d'être dans cet élan-là. Tu parles de tes collègues abeilles, lombriques, colamboles, oiseaux, c'est ça? Ouais, champignons, les mycorhizes, les lombriques, en fait tout ce qui nous entoure. Et on a cette chance en fait aux Amanins, quand on est dans les jardins, quand on est à l'extérieur en fait d'être en lien avec tout ça. Et c'est une source de satisfaction et puis d'apaisement quelque part aussi, parce qu'on est loin de tout ce qui nous entoure, même pour les personnes qui viennent sur place, c'est une parenthèse en fait, et elles nous le témoignent. On sent qu'il y a comme c'est comme un havre de paix en fait quand on est à l'extérieur. Et du coup, voilà d'où je parle en fait. Moi, ce qui me vient quand je pense aux Amanins, c'est une parcelle en particulier qui est un peu isolée, qui est entourée de haies. Il y a le petit cours d'eau qui est pas loin, les arbres où on entend les oiseaux chanter le matin, et on a l'impression d'être au bout du monde en fait. Et ça fait vraiment un cocon parce que c'est entouré justement d'arbres. Et je trouve que c'est vraiment génial. Enfin, c'est une chance en fait de pouvoir travailler dans un cadre comme ça, quoi. Donc voilà, en fait, c'est ça qui me plaît en fait dans ce que je fais, c'est d'être à l'extérieur, de travailler, de me sentir vivant et puis de travailler avec le vivant. Et puis après, c'est aussi la dimension collective en fait du lieu, parce que c'est une ferme en polyculture élevage, avec aussi de la restauration, de l'accueil, une école, et ça ressemble aussi un peu à une petite ruche ou à une fourmilière où il y a de l'activité, il y a du passage, et c'est ça aussi qui est nourrissant, et que je trouve vraiment chouette, quoi. Merci Manu, je vais t'appeler Manu pour la marche. suite si c'est ok pour toi, j'ai davantage l'habitude. Laura? Ouais, moi en écoutant mes deux joyeux collègues, il y a des choses qui me sont venues, d'où est-ce que j'ai envie de parler pour me raconter dans les Amanins. En fait, pour moi, les Amanins, c'est d'abord et avant tout une histoire d'amour. Parce que je travaillais au mouvement Colibri à l'époque, et j'étais venue pour célébrer la fête de la Terre et l'humanisme aux Amanins. C'était en 2014, donc il y a tout juste 10 ans. Et du coup, en faisant la fête, j'ai rencontré mon compagnon sous le mûrier, voilà, en face de la salle de restaurant. Et j'y suis revenue dans le cadre du travail, certes, mais ça a toujours eu aussi cette couleur, en fait, pour moi, les Amanins, c'est ce lieu de rencontre, voilà, justement. Un lieu où on peut rencontrer, un lieu où il y a de la sensibilité, il y a de l'émotion qui peuvent se créer. Donc moi, je l'ai directement vécu. Et en fait, si je devais résumer pour moi ce que sont les Amanins aujourd'hui, c'est vraiment l'école de la vie. Ça fait 3 ans maintenant que moi j'y travaille. Et je crois que j'ai jamais autant appris humainement sur moi, sur les autres, sur le fonctionnement en fait, des choses simples qui font de la vie en fait en 3 ans aux Amanins. Et j'ai vraiment l'impression d'être replongée en moi-même pour venir tendre la main à ce petit enfant, cette petite fille en moi qui disait mais quand est-ce qu'on s'émerveille à nouveau? Et voilà, tous les jours aux Amanins, même si je fais un travail qui peut paraître un peu relou parfois, le côté gestion commerciale, tout ça, en fait je prends vraiment un plaisir à le faire, parce qu'à la fois pour moi c'est un plaisir d'être tournée vers les gens, parce que je l'ai toujours été, j'ai un petit peu ce côté convivial, j'ai pas peur d'aller vers les autres. Et cette responsabilité que je prends très à cœur de pouvoir faire partager ce cadeau que sont les Amanins et qu'ont très bien décrit Daniel et Manu aux personnes qui viennent. Et de pouvoir les initier, entre guillemets, ou leur montrer, leur ouvrir la porte des Amanins pour qu'ils voient en fait le moelleux, la substantifique moelle de ce lieu qui a quand même en fait, qui est empreint de magie, qui paye pas de mine comme ça, parce qu'en fait c'est pas non plus un endroit qui est fantastique en termes d'architecture ou quoi, mais il est fantastique dans sa simplicité, dans sa beauté naturelle, je dirais, dans son côté sauvage. Et souvent, quand je repense à mon ancienne vie où je bossais vers la Défense ou à Paris, et que maintenant je me dis, mais la chance que j'ai tous les matins
de venir travailler aux Amanins et en fait j'ai l'impression d'être à la maison. Et j'ai l'impression d'accueillir les gens à la maison, quoi, quand je travaille. Et je crois que ça, ça n'a pas de prix, quoi. Merci Laura. Alors vos partages me touchent énormément parce que je vis la même chose quand je suis aux Amanins. Et souvent les personnes me demandent, les personnes qui ne connaissent pas les Amanins me demandent, mais est-ce que c'est un lieu de vie ? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent sur place ? Et à la fois, non, personne ne vit sur place, mais c'est un lieu de vie extrêmement palpitante. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est plus vivant que n'importe où ailleurs. En tout cas, ça fait pour moi partie de ces lieux extrêmement vivants parce qu'on y travaille là. Voilà, on y cultive les relations. Et donc je suis absolument ravie de vous recevoir aujourd'hui parce que j'avais envie de rendre hommage à ce lieu qui, ces dernières années, a été vraiment un endroit, c'était ma deuxième maison quand même, j'y étais beaucoup. Et pour tout ce que ce lieu m'a apporté à moi, mais aussi à toutes les personnes qui sont venues participer à mes formations là-bas. Et cette incroyable expérience pour moi aux Amanins que je nommerais de générosité de la sobriété. Ce qui fait, moi j'ai l'impression qu'aux Amanins, et puis je l'ai vu sur les personnes qui suivaient mes formations, pour moi les Amanins remettent les pendules à l'heure, c'est-à-dire dans l'ordre, c'est-à-dire la frugalité matérielle et la générosité de la relation, et voilà, à l'heure de ce que nous sommes, et dans le bon ordre en fait, et pas l'inverse. Voilà donc 20 ans, hein, je le disais au démarrage de ce podcast, 20 ans d'histoire. Donc ce projet est né de la rencontre de Michel Valentin et de Pierre Rabhi, comme on l'a entendu, comme inspirateur, et d'Isabelle Peloux, qui était la compagne de Michel, Michel étant décédé il y a déjà pas mal d'années, et Isabelle, créatrice de l'école du Colibri, sur le site des Amanins, que j'ai eu déjà le plaisir de recevoir à ce micro pour l'épisode 15. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à aller l'écouter parce que ce projet d'école, on en parlera probablement un peu aussi, mais la pédagogie qui est enseignée est vraiment tout à fait en lien avec tout ce qu'on vient de dire des Amanins et vraiment tout à fait particulière. Et donc, est-ce que quelqu'un parmi vous a envie de raconter quelques étapes de cette histoire, voilà, de ces 20 ans, et de cette histoire auquel vous avez participé chacun, voilà, et des moments clés comme ça que vous auriez envie de partager. Daniel, tu veux commencer ? Oui, tu es le plus ancien ici. Voilà, ça fait 13 ans que j'y suis. Quand je suis arrivé, Michel était encore de ce monde et moi je voyais tout avec des yeux novices et un manque de confiance en moi. Et voilà. Et il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup aidé. Je suis allé le voir pour qu'il choisisse à ma place un système d'assemblage pour les cabanes que j'étais en train de faire. Et il m'a dit, mais c'est toi, entre guillemets, le charpentier. Je lui ai dit, non, je ne suis pas charpentier. Mais en tout cas, c'est toi qu'on a la tâche. Comme tu feras, ça ira. Ça paraît anodin, mais j'ai l'impression que c'était le maître mot, la confiance qu'il y avait au niveau des ensembles des salariés là-bas, et même l'aptitude à changer de métier en cours de route, parce que le besoin nécessitait de changer de métier. C'est ce que notamment Nathalie a fait plusieurs fois, Wari et bien d'autres. Et peut-être pour les auditrices et auditeurs, je vais essayer de vous donner une petite représentation. Donc vous pouvez fermer les yeux. C'est un lieu sur les collines, dans les collines drômoises, avec pas mal d'hectares de forêt. Et puis il y a des bâtiments en dur, voilà, des anciens bâtiments, voilà, dans lesquels il y a salle à manger, salle de conférence ou de formation, bureaux, etc. Et puis il y a deux bâtiments. Il y a des bâtiments en dur pour l'hébergement. Il y a l'école aussi, et puis il y a des cabanes aussi que l'on loue l'été, qui se trouvent autour d'une mare qui est absolument magnifique. On entend chanter les grenouilles en juin. Voilà, donc comme ça vous pouvez vous représenter un peu le lieu, tout ça n'étant pas agglutiné les uns à côté des autres, mais vraiment tout à fait répartis dans la nature, avec aussi les espaces maraîchers, l'endroit où il y a les prés des brebis, la bergerie, voilà, vous en parlerez peut-être encore plus. Mais voilà, comme ça vous pouvez peut-être vous transporter dans le lieu. Et tu voulais rajouter quelque chose ? Eh bien qu'il faut se méfier des discours idéalistes de quoi que ce soit d'ailleurs, idéologiques et tout ça,
Et ces fameuses grenouilles dont tu as fait tant de mérite, c'est des sacrées saletés, parce que ça braille sans arrêt, et les séjournants qui arrivent des fois en tente à côté disent que quand même la nature, c'est pénible. Alors ça dépend qui, parce que moi, les chants des grenouilles, ça me fait dormir. Ok. J'adore m'endormir. C'est une histoire de point de vue. Absolument. D'autres éléments de l'histoire que vous avez envie de partager ? Oui, je vais bien rebondir. Je peux parler un petit peu de ma découverte des Amanins, parce que moi, c'est un peu par bribes. En fait, j'ai découvert l'existence des Amanins en 2005, à l'occasion de stages que je suivais au Pays de Galles dans un centre de technologie alternative, par l'intermédiaire de la fille d'un des fondateurs de ce centre, qui s'appelle Jeremy Light. Et ce monsieur, qui était anglais, s'était installé dans Trièves et accompagnait en fait les Amanins sur la création de la phytoépuration. Et donc sa fille m'a parlé de ce site, de l'existence de ce site, et du coup je trouvais ça un petit peu surprenant et assez marrant en fait d'entendre parler de ce lieu alors que moi j'habitais à 1h30 de La Roche-sur-Grane, quoi. Et d'apprendre ça au Pays de Galles. Et donc je me suis un peu renseigné, il n'y avait pas beaucoup de communication à l'époque autour du projet, mais il y avait quand même un site internet, je me suis un peu renseigné, donc c'était en cours de construction. Et j'ai eu l'occasion de venir comme ça pour découvrir ce lieu en tant que volontaire. Et en fait, ça répondait à tout ce que je recherchais, quoi, toutes mes aspirations. Il y avait tout le volet éco-construction, énergie renouvelable, sobriété, éducation, tout ce qui était agroécologie. Et en fait, je m'étais dit que c'était le projet vraiment idéal, en fait, qui rassemblait un petit peu tout ce que je recherchais, quoi. Et à une période où j'étais vraiment en quête de sens, et c'est toujours le cas en fait, j'ai l'impression que c'est en perpétuel, que je suis en perpétuelle quête de sens. Je pensais que ça serait que pour un temps, mais en fin de compte, ça dure, j'ai l'impression, toute l'existence. Et du coup, je me suis retrouvé aux Amanins comme ça, un petit peu par hasard, comme volontaire. Et j'ai trouvé ça vraiment enthousiasmant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les infrastructures qu'il y a maintenant. L'école, elle n'était pas encore construite. Il y avait juste les fondations de la bergerie. La grande salle à manger servait un petit peu de menuiserie à l'époque. Et donc, il y avait cette espèce d'émulation, en fait, d'énergie, d'énergie de construction, en fait, avec beaucoup de gens qui étaient engagés, qui étaient militants, qui croyaient vraiment en ce projet. Et donc voilà, en fait je l'ai découvert à ce moment-là et j'ai voulu intégrer le projet. En fait j'ai postulé, à l'époque je travaillais comme éducateur environnement et donc j'ai postulé, mais comme le lieu était en cours de construction, en fait il n'y avait pas encore d'accueil de classe découverte ou d'animation ou le volet pédagogique il n'avait pas encore commencé, quoi. Et donc j'ai suivi un peu le projet, je suis parti sur d'autres choses, travailler dans une autre région, et puis à un moment donné, j'ai voulu revenir au maraîchage, en fait. Enfin, j'ai voulu venir au maraîchage. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir au maraîchage ? Pourquoi c'était ton choix ? Parce que pour moi, ça faisait vraiment sens. Enfin, je parlais de quête de sens, mais c'était quelque chose en fait qui me permettait d'agir concrètement en fait pour répondre à tout un tas de convictions et d'aspirations. Alors c'était déjà le cas dans mon métier précédent, mais là j'avais envie de faire quelque chose de vraiment concret en fait, et quelque chose qui participe à préserver l'environnement et à nourrir en même temps. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez basique, mais d'essentiel, en fait, de revenir à la terre, en quelque sorte. J'ai des grands-parents qui l'étaient. Moi, il y a eu un saut de génération. Donc, moi, j'étais considéré comme néo-rural. Mais voilà, j'avais ce besoin-là. Et ça me semblait une évidence, en fait. Ça me semblait vraiment quelque chose de cohérent.
Donc je suis revenu définitivement en fait aux Amanins en 2018. Quoi. Ok. Laura, est-ce que tu veux rajouter des éléments de l'histoire des Amanins qui n'ont pas encore été partagés ? Ben oui, moi je veux bien, parce que ça fait partie aussi de ce que je raconte aux gens, souvent quand je les reçois sur le site, même si je les ai pas directement vécus. Je pense que les éléments de l'histoire, ça a été vraiment au départ 3 joyeux lurons en fait, qui avaient un rêve commun, qui se sont dépatouillés pour le mettre en œuvre. Donc vraiment essayer de se dire, mais comment est-ce qu'on peut recréer des ponts, réconcilier économie et écologie, un petit peu comme le raconte Pierre dans le manifeste que tu as lu en introduction. Et aussi, je pense que c'était le défi de Michel Valentin d'essayer en fait de se mettre au diapason de cette ambition. Et Isabelle, souvent, elle dit que elle a eu vraiment besoin de l'accompagner, besoin de lui expliquer ce qu'était la posture coopérative, parce que c'était pas du tout inné pour Michel. Et je pense que ce que disait Daniel aussi, c'est un héritage qu'on vit encore aujourd'hui. Le fait de... Michel a beau avoir eu du mal, je pense, avec cette posture coopérative, dans son discours, dans la manière d'être qui il était, et je ne l'ai pas connu, et pourtant je le ressens quand même encore aujourd'hui à travers les mots de Daniel, c'est... En fait, tu es la meilleure personne pour savoir ce que tu dois faire à tel moment, à tel endroit. Si tu as les meilleurs intérêts du projet à cœur, ce que tu feras, ça ira, ce sera bien. Et je pense que c'est encore ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a cette espèce de confiance partagée, il y a cette espèce en fait de légitimité en fait que l'on peut acquérir, que l'on a le droit en fait de prendre sans culpabiliser. Et ça, c'est quand même une des grandes forces du projet. C'est un héritage encore présent, donc qui fait partie de l'histoire du lieu, je pense. Il y a aussi, moi, de ce que j'en ai vécu, c'est tout de suite Isabelle qui dit ce serait génial en fait si on pouvait recevoir des enfants tout le temps, ce serait l'école de la vie. Et Michel qui lui dit chiche, t'as qu'à la faire ton école, mais je pense qu'elle en parle peut-être dans le podcast qu'elle a fait avec toi. Moi je suis arrivée à un moment des Amanins où il y avait une équipe qui était déjà en place depuis un certain moment. Je pense que j'ai pas vécu les plus belles années du projet quand je suis arrivée. Et pourtant en fait j'en avais entendu parler en bien parce que comme je l'ai dit, j'avais travaillé au mouvement Colibri en tant que stagiaire. Et du coup, en fait, on a vite tendance à le fantasmer, ce projet. D'où ce que disait Daniel, attention au dogme, attention au monde des bisounours, ce qui n'est pas forcément une réalité. Et moi, je suis arrivée dans un projet où j'ai tendance à dire qu'il était un peu à l'agonie, quoi. Parce que vivant, ça agonise aussi. et du coup, ce qui m'a tenue, parce que ça peut donner envie de fuir, justement ça. Et moi, ce qui m'a donné envie de rester, c'est que je voyais tout le potentiel, toute l'énergie en fait qu'avaient mis ces 3 fondateurs, mais aussi tous les humains qui sont passés depuis. Et quand on a une vision globale et qu'on voit le potentiel de quelque chose et qu'on voit la promesse, en fait, et surtout le fait que ça fasse tellement sens qu'il y ait des Amanins dans notre société actuelle, même après 20 ans, ça n'a jamais fait autant sens qu'à ce projet. En fait, moi, je suis vraiment aussi restée pour ça. Et je pense aujourd'hui que ça y est, l'équipe s'est renouvelé, qu'on a réussi à faire mourir ce qui devait mourir, ce qui faisait agoniser le projet. Alors c'est pas dit, en fait, il agonise plus non plus, ça fait partie de la vie, mais j'ai l'impression qu'on est sur une pente vraiment remontante, avec des belles énergies, avec aussi, enfin, j'ai l'impression qu'on s'est réapproprié le projet et qu'on ose se réapproprier le projet. Parce que depuis, en fait, Michel, il est décédé en 2012, Pierre, il est décédé il y a 2 ans maintenant, je crois. Et Isabelle est partie en retraite 6 mois après que je sois arrivée. Et du coup, en fait, on n'a plus ses cofondateurs sur le site, même si Isabelle reste vraiment une mémoire vivante que l'on peut venir chercher. Je crois que c'est... Voilà, le projet avait besoin qu'on puisse aussi, en fait, le prendre à bras-le-corps et le dire, non, en fait, on est là pour toi, et nouveau dynamisme, une nouvelle vie, et pouvoir aussi garder ce précieux dont je parlais tout à l'heure, ces valeurs propres au projet, mais pouvoir casser quelques dogmes qui s'étaient créés ou en fait réécrire notre propre patte dans le marbre et de pouvoir lui redonner de la vie, quoi. Et c'est en train de se passer, donc c'est super.
Oui, ce dont tu témoignes, Laura, effectivement fait écho à quelque chose qui, moi, m'a toujours touchée, me touche depuis que je connais les Amanins, et que j'entends les diverses personnes présentant l'histoire et le projet au groupe que j'emmène, et qui m'est vraiment apparu comme une très grande force aux Amanins, c'est que j'ai entendu tous les acteurs témoigner de ce qui fonctionne bien, de ce qui a bien fonctionné, et aussi de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui est difficile, de ce cycle dont tu parlais d'agonie, mais effectivement le vivant c'est le tout, et pour moi ça c'est une grande force des Amanins, alors qu'on est dans une culture où on a plutôt tendance à cacher, gommer, lisser ce qui ne fonctionne pas pour ne mettre en lumière que les succès. Ce n'est pas du tout ce qui est fait par les Amanins qui pour moi montre à quel point vous êtes en prise directe avec la vie. Il n'y a pas besoin de tricher. Voilà. Et d'ailleurs, Isabelle a tendance à dire, et moi c'est un petit peu mon mantra du moment, c'est quand on se plante qu'on pousse. Exactement. Alors, on l'a entendu dans la lecture du manifeste, la question qui a fondé les Amanins, la double question, est évidemment extrêmement importante, et je voulais vous demander en quoi les Amanins répondent à cette double question. Quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la terre? Je peux peut-être répondre par rapport aux enfants qu'on laisse à la terre, et je laisserai le soin à Emmanuel de répondre quelle terre on laisse aux enfants. Moi, ce qui m'a fait venir aux Amanins, c'est le fait qu'avec mon ex-femme, on ait mis un enfant dans cette école-là. C'est un choix scolaire au départ. Voilà. Et pourquoi cette école-là? Parce qu'en fait, tout en respectant le programme de l'éducation nationale, il y a énormément d'autres valeurs qui sont vécues et du coup transmises sans vraiment de théorie et sans avoir l'impression qu'elles soient transmises. Ça se fait naturellement. Je vais prendre des exemples. Les enfants, tous les jours, vont ramasser les œufs près des poules. Tous les jours, ils croisent Emmanuel, Abdou, qui sont les maraîchers. Tous les jours, ils voient le cuisinier. Et donc, tous les jours, ce qu'ils ont à manger à table, ils savent d'où ça vient et ça a du sens. Et il n'y a pas besoin de faire de théorie là-dessus, ça devient naturel. Ils vont ramasser les courges quand c'est le moment, c'est un peu le côté festif de la récolte, voilà. Et ils ne sont pas, extraterrestres par rapport au milieu où ils vivent. Quand il y a les agneaux qui naissent avec Christelle, ils allaient prendre des bains d'agneaux. Alors je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris un bain d'agneau, mais en fait c'est des peluches vivantes, qui te l'échouillent, qui tout ça, et je pense que c'est même thérapeutique, je ne sais pas comment dire. Donc, et ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de théoriser tout ça et de faire des livres là-dessus. Oui, de théoriser le lien au vivant, à la vie et aux autres humains. Laura? Moi je pense aussi la grande force des Amanins vis-à-vis de la double question, c'est aussi quels enfants laisseront-nous à la planète, c'est quels humains adultes on laisse aussi à la planète et comment on leur fait justement reconnecter avec l'enfant intérieur. Parce que comme Daniel, ce qu'il disait tout à l'heure avec l'émerveillement en fait, de l'amandier, moi le matin en fait, pour aller au travail, quand je prends cette petite route et que je croise la martre, l'écureuil, le loup, c'est juste fantastique. Et tu sais qu'en fait tu vas aux Amanins et que tu vas croiser cette vie et que tu vas avoir les premiers bourgeons, c'est fantastique quoi. Donc je pense en fait c'est pas que les enfants, nous dans notre imaginaire on voit les petits quoi, ceux qui sont pas encore adultes. Je pense que ça parle aussi un petit peu de tout. Et pour répondre à la deuxième question, alors c'est comme on l'a dit, c'est un lieu qui est vraiment beau en fait. Donc il y a un soin qui est apporté vraiment à ce côté esthétique. Et sur le soin de la terre, en fait, y a différentes pratiques qui sont mises en œuvre. En ce qui nous concerne pour le maraîchage, on travaille en agriculture biologique, en agroécologie. On expérimente des pratiques de maraîchage sur sol vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites plutôt et qu'est-ce que vous ne faites pas, justement, qui permet de comprendre ce que ça veut dire l'agroécologie, la culture sur sol vivant? Raconte un peu. Alors,
Tout d'abord, c'est une ferme en polyculture élevage. Donc, il y a une activité d'élevage, de grande culture, de maraîchage pour assurer l'autonomie alimentaire du lieu. Donc, il y a beaucoup d'interactions. Ça ressemble un peu à un écosystème, en fait, où il y a beaucoup d'interactions entre les différents éléments. Par exemple, tout ce qui est produit, enfin, tout ce qui vient de l'élevage, ça retourne dans le cycle, en fait, d'une façon ou d'une autre, que ça soit par la nourriture ou comme amendement pour la terre, ou comme nourriture pour les animaux. Donc, par exemple, le petit lait. Le petit lait sert à nourrir les cochons. Donc le petit lait, raconte un peu peut-être ce que c'est que le petit lait, parce que nos auditrices et auditeurs peut-être ne savent pas. Alors le petit lait, c'est un sous-produit en fait qui est issu de la production de fromage, et donc qui reste encore assez riche en protéines en fait et en différents éléments nutritifs, et donc qui est consommé par les cochons, mélangé à du son en fait, qui est aussi un déchet de la production agricole qui vient de la meunerie. Donc ça retourne dans le cycle. Pour nourrir les légumes, entre guillemets, on utilise le fumier qui vient aussi de la bergerie, qui est composté. Et puis les déchets de légumes, ils retournent aussi dans le cycle d'une façon ou d'une autre. Enfin, déjà, ils permettent aux cuisiniers de nous nourrir. Et puis après, il y a des déchets de légumes qui sont réutilisés soit pour faire du compost, soit pour les animaux. Donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Donc ça ressemble vraiment à un écosystème. Et après, au niveau du maraîchage sur sol vivant, pour revenir un petit peu là-dessus, en fait l'idée c'est d'augmenter l'activité biologique, enfin, ou de soutenir ou développer l'activité biologique du sol, de faire en sorte de la perturber le moins possible pour que toute la vie du sol elle contribue à faire pousser tous les légumes ou les cultures d'une manière générale, quoi. Donc sans bêchage, on ne retourne pas la terre? Non, alors sur ces pratiques-là, en fait, on est sur du non-travail de sol, donc il n'y a pas de bêchage. On peut éventuellement utiliser la grelinette dans certains cas, ou utiliser un outil pour augmenter un petit peu accélérer un petit peu le processus. Mais l'idée c'est vraiment de compter en fait sur la vie du sol pour faire le travail d'aération et d'enrichir le sol. Je voulais rebondir sur quelque chose qu'avait dit Manu. Je pense que le pari qu'ont fait Michel, Pierre et Isabelle, mais qui est un pari gagnant, c'est qu'en fait les enfants, les adultes, toutes les personnes qui viennent aux Amanins font vraiment une expérience immersive de cette sobriété heureuse, de cette agroécologie, de tout ça. Et en fait, on s'imbibe de quelque chose à travers ça. Et il y a dans le maraîchage, dans plein de petites choses au quotidien, notamment, je pense que une des choses qui frappe le plus les personnes quand ils viennent aux Amanins, et même les enfants, et ça ne les rebute même plus, c'est cette question en fait de cycle, de déchets, mais les déchets humains, on en parle quand? Par exemple, l'urine, les excréments, on est sur des toilettes sèches à séparateurs aux Amanins, donc là aussi il y a un déchet de production qui est la nôtre, de production. Où il va y avoir directement la phytoépuration qui va épurer cette eau qu'on a salie et cette ressource qui va revenir au sol. Et il y a aussi ces excréments qui vont être digérés par les lombrics rouges, qui va être ensuite compostés. Et souvent on dit à nos visiteurs, merci de nous aider à faire fleurir le printemps prochain, parce qu'en fait on les utilise, ce superbe compost très très riche, sur les parterres fleuris, tout ça pour faire pousser de très belles fleurs. Donc je pense que la pédagogie, c'est aussi de tout ce qui nous dérange dans cette société ultra-consumériste, ultra-capitaliste, où on met plus du tout en fait le curseur sur la simplicité du beau, en fait, de ce qui est là, ce qui est présent, et de comment on peut transformer ce qui nous déplaît en quelque chose en fait qui va nous plaire, de manière très simple, sans qu'il y ait un impact monstrueux en fait sur notre environnement. C'est possible. Et je pense que c'est une des forces aussi du projet, dans la réponse à la question. C'est cette générosité de la sobriété dont je parle, que les Amanins me font comme effet. Et peut-être aussi pour que les personnes qui ne connaissent pas les Amanins voient un peu en termes de nombre. Donc vous avez une trentaine de brebis, une quarantaine de brebis aux Amanins? Une quarantaine. Il y a aussi des vaches. Oui. Et il y en a 4. Il y en a deux. Deux laitières. Oui.
Mais il y a les 2 laitières et leur descendance. Voilà. Il y a... c'est combien d'hectares les Amanins ? 55 hectares. 55 hectares avec combien 30 d'hectares ? hectares de bois et le reste en culture, quoi. Super. En fait, moi je dirais qu'on partage avec notre environnement 55 hectares dont on est propriétaire, mais vu qu'il y en a 33 qu'on ne touche pas, on est voisin avec la nature et les animaux autour. Absolument. Nous, on s'active sur le reste. On est dans une grande coloc, quoi. Une grande coloc, exactement. Et comme le disait aussi Hervé Covez tout au début de ce projet de podcast, il y a tout ce vivant de la forêt qui vient aider évidemment à la partie cultivée. Enfin, Manu, il dirait pas ça tout le temps. Oui, il y a des interactions qui peuvent être plus ou moins bénéfiques, mais c'est sûr que quand on a des dégâts de chevreuil ou autre, on peut pester un peu, mais ça fait partie du jeu. Après, ils prennent leur part et puis voilà. Si y a pas de soucis, quoi. Voilà, ça fait partie des interactions en fait. Enfin, il faut aussi partager. Tout à fait. Alors encore peut-être quelques chiffres juste pour continuer Il y a une 40aine d'enfants à l'école, ça Isabelle l'avait dit. Dans l'équipe, vous êtes à peu près combien en gros ? Une quinzaine, voilà. Et puis il y a des classes découvertes qui sont organisées, donc des classes qui viennent à la journée ou un peu plus. Il y a des séminaires, des formations qui sont organisées par des gens extérieurs comme moi, par exemple. Et puis il y a aussi de la transmission que vous faites sur des savoir-faire, des ateliers bois, des ateliers maraîchage. Donc vous transmettez aussi, voilà. Et en termes de repas, donc tout ce qu'on mange, en tout cas en grande partie, tu préciseras peut-être Manu, tout ce qu'on mange aux Amanins est issu de ce qui est cultivé sur place, à part le café, le thé, le sucre, le sel et le poivre. Oui, c'est ça, oui. Un peu de... Oui, je sais plus quels sont les chiffres exactement, mais il me semble que c'est 70 ou 80% d'autonomie alimentaire. Et après, tout le reste, c'est tout ce qu'on peut pas produire, donc ce que tu citais en fait, tout ce qui est épicerie. Donc voilà, on produit légumes, céréales pour la panification, le pain est fait sur place, les céréales servent aussi à l'alimentation des animaux, ça sert aussi à faire des pâtes, on fait le fromage, il y a un peu de viande, des œufs, donc voilà. Et surtout les légumes aussi. Oui, je les ai un peu oubliés. Mais... L'idée, ce qui est important de savoir, c'est que l'idée de départ de la taille de l'accueil, des bâtiments d'hébergement, de la cuisine, tout ça, a été basée sur la capacité qu'avait cette surface de terre à nourrir du monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas surestimé cette capacité, hein, et on reste dans ces dimensions-là. C'est-à-dire que le fait que nous soyons 15 salariés, mais co-acteurs de notre réussite individuelle, donc le travail des autres permet qu'on ait chacun un salaire, fait qu'on mutualise nos compétences. Et si on était séparés, sous-entendu, si les 2 maraîchers étaient à leur compte avec ce système de maraîchage, ils ne s'en sortiraient pas. Pareil pour les 3 qui sont en agricole, parce qu'on ne peut pas vivre dans une ferme qui a 40 brebis laitières seulement, avec 3 salaires et tout ce qu'on a nécessaire. Et donc, du coup, d'où vient le fait qu'effectivement aux Amanins, c'est un peu particulier, les fonctions aient été doublées. Il y a 2 maraîchers, il y a plusieurs personnes à la cuisine, il y a plusieurs... Cette idée de départ, c'était quoi ? Dans le monde actuel, il y a 2 époques qui se juxtaposent. L'époque archaïque des paysans qui font 70 heures, 80 heures par semaine et qui ont un capital colossal, principalement en matériel, en terre, en bâtiment, tout ça, mais qu'en fait, qui n'ont pas de temps pour eux, qui n'ont pas de loisirs et qui n'ont pas de vacances. Et pas assez de revenus d'ailleurs. Voilà, et le monde des salariés, à 35 heures, moi au début j'étais à 40 heures, ça allait très bien. 35 heures, on nous les donne, on les prend, très bien, voilà. En fait, on veut que nous soyons tous un peu à titre d'égalité, et donc ceux qui sont dans le domaine agricole ne doivent pas être explosés par le travail. Donc, ils sont suffisamment nombreux et il n'y a pas une charge de travail colossale. En fait, aux Amanins, j'ai l'impression que plutôt que de parler d'égalité, parce que ça, pareil, c'est encore un idéal, hein, on est plutôt sur la notion d'équité, pour moi. Et en fait, le projet des Amanins, c'est un domino géant. Moi, j'aime bien dire ça comme anecdote. Et en fait, il y a
n'y a pas de métier qui n'est pas en fait on ne saurait se passer d'aucun métier pour que le projet fonctionne bien. C'est-à-dire, en fait, les personnes à l'accueil, les personnes à l'agricole, les personnes dans les bureaux, les personnes en cuisine, mais même les personnes, en fait, de l'équipe pédagogique ou de l'animation, on a dû doubler parce qu'en fait, sinon, c'est un projet qui est tellement demandeur en termes d'énergie humaine, qui a tendance même parfois à sucer un peu l'humain, pour pouvoir donner toute notre énergie, tout notre dynamisme, de pouvoir bien vivre ce projet en fait, qui a tant à offrir. Il faut aussi que l'agroécologie, c'est aussi prendre soin de l'humain, quoi. Et du coup, si on met le projet avant tout et qu'on prend pas soin de nous, en fait, il n'y a plus de projet. Et du coup, je pense que cette recherche d'équité et de dire, en fait, il n'y a pas un métier qui vaut plus qu'un autre au final, parce qu'en fait, si on a besoin du métier de tout le monde pour fonctionner, et de pouvoir se relayer en fait pour à la fois pouvoir être disponible et dynamique et à la fois pouvoir se reposer, à donner en fait si tu veux cette organisation de salaire unique, quoi. Voilà, du même taux horaire brut. Après les contrats de travail on peut être sur du 35, du 28, du ce que tu veux, mais c'est le même taux horaire brut. Alors dans le manifeste des Amanins, la première éthique, il y en a 3, c'est l'éthique humaine, avant l'éthique environnementale et l'éthique économique. C'était vraiment très important pour ses fondateurs. Écoute attentive pour un travail coopératif, ça c'est ce qui est posé et ça concerne effectivement les adultes et les enfants. Et tu voulais témoigner de quelque chose à ce propos, Laura? Ouais, je voulais témoigner d'un grand apprentissage. Il y a une différence entre le voir écrit sur un bout de papier et le vivre concrètement. Et c'est vrai que quand j'entendais parler d'écologie relationnelle, je me disais, mais qu'est-ce que c'est encore que ce machin-là ? Et très vite, en fait, dans les Amanins, quand je suis arrivée, moi j'étais en charge du développement. Mais sauf qu'en fait, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas... c'était un petit peu compliqué. Et en fait, je me suis un peu pris la responsabilité en sachant pas encore si j'étais vraiment trop légitime pour le faire, et j'y suis allée un petit peu, et tout de suite j'ai senti vraiment une grande bienveillance envers mes collègues, notamment envers les associés. Et je me rappelle d'une fois après une plénière où ça faisait, je sais pas, peut-être 7 mois que j'étais arrivée et j'avais préparé cette plénière, on était tous ensemble et ça me prenait beaucoup d'énergie parce que j'avais pas encore vraiment trop l'habitude, et je me rappelle avoir pleuré en fait à la fin de la plénière de soulagement et à la fois de un petit peu d'état de choc face à tout ce qu'il fallait monter. Et je me rappelle Manu qui vient me voir en me disant non mais t'es pas toute seule, quoi, t'es pas toute seule, on sera là. Et ça, je me rappelle le chaud, le doudou que ça m'avait fait à l'intérieur de me dire ok, donc en fait je me sens légitimée, on croit en moi, et pourtant je débarque de nulle part. Enfin, c'est quelque chose en fait qu'on n'a pas l'habitude de croiser dans le monde du travail, parce qu'encore une fois en fait les Amanins c'est un lieu d'activité professionnelle, même si on y met tous en fait notre éthique et notre couleur émotionnelle individuelle. Et j'ai vraiment trouvé des collègues avec qui je peux être moi sans mettre de masque. Et je pense que cette écologie relationnelle, c'est pouvoir accepter de se montrer vulnérable devant les autres, accepter d'être soi-même, accepter de pas porter de masque, accepter d'être imparfait. Et en fait, c'est juste ça qui fait la perfection de cette éthique pour moi, quoi. Et pour moi, ça fait un lien avec la sobriété aussi qui est portée par ce lieu. Et ce que je disais au début de cet épisode, c'est que c'est une sobriété matérielle et une générosité de relation. Et j'avais vraiment envie de revenir quelques instants sur le pouvoir transformant de cette sobriété. Moi, je me souviens, le parking des Amanins, quand on arrive, on a au moins 5 minutes de marche en montée pour atteindre le lieu. Voilà. Et je me souviens d'une de mes participantes que je vois arriver au bout du chemin, là, qui venait donc du parking, avec des talons, une valise à roulettes, et je la vois arriver au bout du chemin et voyant les bâtiments, et je la vois pester. Enfin, je vois bien qu'elle se demande où elle est arrivée. Et cette personne, sur les 3 premiers jours de la formation, je l'ai vue se transformer. Quand elle est revenue, cette sobriété et ce contact avec le vivant dans sa vérité, dans son sans artifice,
lui a fait changer, elle nous a raconté, elle était manager dans une grosse organisation, elle a changé sa posture de manager avec son équipe, elle a changé la manière de fonctionner avec ses enfants et avec son mari, les repas, ce qu'on mangeait, la manière de manger. Et quand elle est revenue à la deuxième session, pour moi, ce n'était plus la même femme, en fait. Elle avait découvert probablement quelque chose de très vrai à l'intérieur d'elle, grâce à cette vérité, à ce miroir de quelque chose de très essentiel que l'on trouve aux Amanins. Ouais, il y a un petit peu de ça, sans vouloir être pédant ou péteux, je ne sais pas comment dire, mais moi j'aime bien dire, j'aime bien voir les Amanins comme un projet qui ensemence les consciences. C'est-à-dire on propose une expérience qui est la nôtre en fait de sobriété, qui peut faire râler, hein, c'est clair. Et en fait, les gens, ça va planter une graine, quoi qu'il arrive. Et cette graine, les gens vont partir avec. Ce que ça fera comme pouce, on ne sait pas trop. Moi, je me rappelle aussi, dans ce genre d'anecdote, tu vois, des personnes d'un ministère qui étaient venues faire un séminaire. Donc là, tu flippes, tu te dis, bon, c'est tous des costards cravates, grands pontes. Mais en fait, c'est juste des êtres humains. Et en fait, ces êtres humains, ils sont venus un peu guindés au début, et puis très vite, dès le deuxième jour, pieds nus dans la salle, ils ont troqué leur costard contre un short à t-shirt. Et c'est clair qu'en fait, toute cette simplicité où t'enlèves le superflu, ça ramène les gens à des souvenirs un petit peu enfouis, à des choses qui sont simples. Enfin, moi, c'est des témoignages que j'ai, en tout cas. Et la sobriété aussi aux Amanins, enfin moi j'ai quelques exemples qui me viennent à l'esprit, c'est faire avec donc le peu qu'on a. On voit souvent les enfants qui viennent un peu désemparés au début, ils cherchent des activités, des jeux voilà, pour s'amuser. Et très rapidement, ils vont aller chercher des bouts de bois, construire des cabanes, aller jouer dans la forêt, et revenir à des choses qui sont assez essentielles, et revenir à quelque chose qui est très créatif en fait. Plonger dans l'imaginaire et faire avec pas grand-chose. Et pour les adultes, c'est la même chose. Les adultes viennent avec leur téléphone, parfois ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de wifi, et en fait ils vont se retrouver autour d'une table, ils vont effeuiller par exemple du basilic avec nous pour préparer un pesto et engager la conversation, échanger, comme ça peut être le cas en fait au jardin quand ils viennent participer aux récoltes. Et en fait c'est des choses assez simples mais qui sont assez essentielles, quoi, et qui permettent aussi de nous reconnecter entre nous, en fait, de refaire du lien, quoi. Et pour moi, la sobriété, elle est là aussi, en fait, elle est dans le lien, quoi, qu'on a aux choses, en fait, enfin, à notre environnement et aux autres. Et donc finalement, aux Amanins, la manière de répondre à cette double question, quelle terre laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous à la terre, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas une école pour reconnecter notre fibre vivante, tout ce qui fait de nous des êtres vivants avec des émotions, des sensations, des sens qui regardent, qui goûtent, et d'apprendre, de faire un chemin pour permettre de prendre soin de ça, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte? Est-ce que ce serait ça la manière dont les Amanins répondent à la double question? Je pense que c'est une histoire en fait qui s'écrit et qui je sais pas si on peut arrêter de répondre à cette double question, en tout cas pour ma part. Je pense que les Amanins va noircir encore quelques pages pour y répondre, et tant mieux, quoi. Absolument, c'est tout l'avenir qu'on a devant nous. On va dire que ceci est le premier jour du reste de notre vie pour nous reconnecter au vivant. Merci Daniel, merci Manu, merci Laura, merci aux auditrices et aux éditeurs. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de 3 jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Cet épisode existe grâce aux dons des 44 personnes qui ont contribué à la campagne de financement participatif sur KissKissBangBang.
Nous les en remercions infiniment, Caroline et moi.